Maintenant, on va continuer et on va essayer de partager avec vous, au fond, qu'est-ce que c'est que l'envers du déclic. Alors merci d'accueillir en les applaudissant parce qu'ils sont un peu stressés, nos trois premiers entrepreneurs. Alors Théo, le patron d'Alice et Bob, le quantique et toutes ses promesses. Alexandra, avec Ludoker, tu vas nous raconter aussi comment le digital peut aider dans la gestion des maladies pour les enfants. Et puis Yacine, toi tu nous prépares avec Kinetics, au fond, le métaverse et le monde digital qui est d'une certaine façon notre extension. Voilà, je vous laisse autour de ce magnifique sujet du déclic, en commençant par Théo. Merci à toi. Merci. Alors aujourd'hui, je dois vous parler du déclic. Mais pour moi, il n'y a pas de déclic. C'est une illusion, ou plus exactement, c'est très anachronique de parler de déclic. Pour moi, on ne provoque pas son déclic. Moi, ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que je suis tombé entrepreneur comme on tombe amoureux, et qu'à la fin de la journée, c'est vraiment ça. C'est un sentiment, un bouillonnement intérieur qui au début est discret, bouillonne à l'intérieur, progresse petit à petit, et qui nous mange, et que soit on accueille, soit on regrette. C'est la rencontre de deux sentiments, celui d'une certitude émotionnelle profonde et d'un doute rationnel abyssal. C'est un appel du vide, c'est le sentiment d'être exactement là où on est censé être, et en même temps absolument pas la bonne personne. Alors, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est des rencontres avec ses sentiments, mais aussi et surtout des rencontres avec des gens, des technologies. Mais faut-il encore être ouvert à ces rencontres? Moi, j'aime beaucoup penser ce genre de choix de carrière, de choix de vie, comme on joue aux cartes, comme on joue à n'importe quel jeu, à information incomplète avec du hasard. Je ne sais pas qui d'entre vous joue au poker, par exemple. Mais au début d'une manche, on peut avoir une idée, de se dire ça c'est une bonne main, une mauvaise main, je vais la jouer, je vais y aller à fond, ou à l'inverse, je vais attendre. Mais si on reste coincé dans son plan de jeu, si on a des idées trop arrêtées sur d'où ça va venir, qu'est-ce qui va se passer, on rate. On rate les opportunités. Au même titre qu'on peut rater les rencontres. Non, c'est pas là que je suis censé rencontrer mon associé, c'est pas là que je dois découvrir ma techno. C'est à l'inverse, c'est avec lui que ça doit se passer, c'est là que ça doit se passer. Non. Il faut être prêt à accueillir la surprise et en même temps, à chaque instant, avoir un plan de jeu. Alors, si vous êtes ici, quelque part, c'est exactement la démarche dans laquelle vous êtes. Vous êtes là pour faire des rencontres, pour essayer de provoquer ces découvertes, ces interactions. Mais la vérité, c'est que est-ce que ça viendra de quelqu'un sur scène? Est-ce que ça viendra du fait que vous avez pris le métro ce matin? Who knows? À la fin de la journée, c'est une aventure de proche en proche. Et le but du jeu, c'est de tomber entrepreneur comme on tombe amoureux. On ne le décide pas. Alors, je vais vous raconter en quelques minutes mon aventure, ou ma brève début d'aventure plutôt. Et vous allez voir que pour moi, c'est horriblement anachronique de dire que j'ai eu un déclic d'entrepreneur. Alors, j'ai grandi, je me suis formé comme physicien. J'ai eu la chance de tomber dans la physique au lycée, de rencontrer des jeunes chercheurs qui m'ont accompagné, me former pour des tournois de jeunes physiciens. Et à l'époque, j'avais deux passions sérieuses, la physique expérimentale et l'électronique bas niveau. Mais alors, très rapidement, j'ai compris que j'arrivais 40 ans trop tard pour changer quoi que ce soit à l'électronique. Alors, je me suis concentré sur la physique, en tout cas sur la partie sérieuse. Et ça a bien marché, j'ai pris du plaisir, j'ai eu la chance d'intégrer une école d'ingénieur. Et j'intègre en 2012, au moment où on commence à parler de physique quantique. C'est le prix Nobel de Serge Haroche et David Wineland pour la manipulation de photons individuels ou d'ions. Et on commence à parler un petit peu dans certains médias spécialisés d'ordinateurs quantiques.
Alors à ce moment-là, rapidement, moi je comprends que c'est exactement là où j'ai envie d'être. C'est là que j'ai envie de découvrir, de participer très humblement. Je n'ai pas le début de la prétention d'être un fer de lance quelconque, mais je me rends bien compte que c'est une opportunité unique, comme il y a 70 ans, de recommencer la course, la construction d'une machine à calculer, d'un ordinateur, depuis le départ, depuis sa brique élémentaire, jusqu'à une machine complète avec des règles du jeu complètement nouvelles. Alors, je finis mon école d'ingénieur, je me spécialise en physique quantique et je commence une thèse à l'ENS de Lyon en physique quantique expérimentale sur des petits circuits imprimés. Et rapidement, là, j'ai la chance de rencontrer mes directeurs de thèse, mes collègues, et de comprendre que j'allais m'accrocher à eux comme une huître s'accroche à son rocher. C'était exactement l'environnement dans lequel je m'épanouissais. C'était absolument pas l'idée que je me faisais du monde académique. Des gens très bienveillants, très avenants, extrêmement intelligents et avec beaucoup d'humour. Bref, j'avais absolument pas l'intention de subir la précarité d'une carrière académique qui allait m'envoyer faire des post-docs. Non, je voulais rester avec eux. Et l'autre rencontre, c'est la technologie. On travaillait ensemble collectivement sur une brique, une techno, qui nous donnait un regard complètement nouveau sur l'ordinateur quantique. Comment construire cette machine formidable qui allait révolutionner le calcul. Mais on est 5, 10 dans un petit laboratoire au fond de la France. Et de l'autre côté de l'Atlantique, Google, IBM, Amazon, Microsoft, tous se lancent à pleine bourre dans cette course. Alors c'est exactement ça, ce sentiment d'être là où on veut être, là où on doit être, et absolument pas la bonne personne. Qui sommes-nous? On ne se réveille pas un matin en se disant « si, je vais les prendre de front, je vais me faire Google, je vais me faire IBM ». Non, on tombe dedans de proche en proche. On accueille ce changement. Et pour moi, à la fin de la journée, quelque part, ce qui se rapproche le plus d'un déclic, c'est cette idée que c'est un sentiment qui bouillonne, que soit on accueille, soit on regrette. Et moi, je voyais cette opportunité, on n'était pas plus mauvais que les autres, on avait une très bonne techno. Et si ce n'était pas nous, qui allait le faire en France, en Europe? Alors, de proche en proche, je les ai embarqués un à un, disant « et si ?» Et si on avançait d'un pas dans cette réflexion? Et si on jouait? Qu'est-ce qu'on a à perdre? Tout. On a tout à perdre à ce moment-là. Mais on a aussi tout à gagner. Et c'est notre sentiment, c'est ça ce qui nous lance. Alors, la phrase, la question qui m'a permis de tous les embarquer, et ensuite eux m'ont embarqué, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on racontera à nos enfants? Qu'est-ce qu'on racontera à nos petits-enfants? Est-ce qu'on leur dira, on en était, on faisait partie, j'étais dans un labo, on a vu naître l'ordinateur quantique, mais bon, on n'y est pas allé, c'est les grands. On avait une bonne techno. Non, ça, on a honte, on n'est pas droit dans ses bottes. Alors que si on dit, j'y suis allé, on avait une super techno, on s'est planté big time, mais c'était pour telle raison, on s'en fiche, on y est allé, on en est fier, on a une histoire à raconter. Et c'est ça le but du jeu de sa vie pour moi, et c'est ça le déclic, c'est de se dire, est-ce que j'ai envie d'avoir une histoire à raconter? Alors je vous souhaite, vous, de vous laisser surprendre par ces rencontres, de ne pas avoir un plan de jeu trop rigide, et d'accueillir le déclic de manière très anachronique en disant, en fait, là, je suis en train de tomber entrepreneur. Merci. Alexandra. Merci Théo. Bonjour à tous, moi je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Merci Théo pour le partage. Moi je suis pas du tout d'accord avec Théo en fait. Moi je trouve qu'il y a des vrais déclics et je sais pas aujourd'hui dans la salle si on devait faire un petit vote, qui d'entre vous a déjà ressenti dans sa vie ce moment où tout s'éclaire? Vous savez ce que vous allez faire, vous êtes convaincu et vous savez dans quelle direction aller. Mais pour quel que soit le sujet. Ouais, moi, c'est un peu ça le déclic. Et le déclic, c'est quand on est convaincu, quand on est prêt à prendre les choses en main et à driver ce pourquoi on a un objectif très clair.
Et moi, ce que je voulais vous partager un peu aujourd'hui, ça va être brièvement mon parcours. Et moi, je ne suis pas née entrepreneur, en fait. Ça s'est construit tout au long du chemin. En revanche, là où tu as raison, c'est que moi, dans mon parcours, je pense que je me suis mis des barrières qui ont fait que finalement, je suis devenue entrepreneur peut-être plus tard que ce que j'aurais pu l'être si j'avais participé à des conférences telles que celle-ci, si j'avais côtoyé plus d'entrepreneurs en fait dans ma jeunesse. Mais il y a un fil rouge, moi, qui m'accompagne tout au long de ma vie, c'est que depuis petite, j'ai une passion. J'ai toujours voulu soigner les gens, impacter la qualité de vie des patients et des familles. Initialement, je voulais être médecin. Et j'ai pas réussi le concours de médecine. Ça a été mon premier obstacle, qui a été difficile à surmonter initialement. Et puis après, quand on se connaît un petit peu, finalement, on n'y perd pas trop de temps. Il faut rebondir. C'est pour ça que je parle pas d'échec. Parce que finalement, un obstacle, c'est ce qui va vous forger. Et en fonction de la façon dont vous allez contourner votre obstacle ou finalement rebondir sur une situation, c'est ce qui va faire qui vous êtes ultérieurement. Alors, c'est vrai, on n'a pas toujours toutes les clés. On ne sait pas toujours où on va. Donc moi, je suis passée de la médecine à des études de commerce et plus spécifiquement à de la finance internationale. Donc là, vous allez me dire, oh là là, le grand écart, c'est quoi le rapport ? C'est vrai qu'il n'y en a pas. Et en fait, une fois de plus, des stages. Alors quand on fait de la finance, on passe à la banque, à l'assurance. Et puis un jour, une opportunité. Sanofi Pasteur. Et là, en effet, ça y est, j'ai trouvé. Je ne peux pas être médecin, mais oui, je vais exercer mon métier au service de l'industrie de la santé. Et c'est comme ça que j'ai démarré. Et j'ai démarré ma carrière à l'international dans des grands labos pharma français. En Asie initialement, donc j'ai travaillé dans plusieurs pays. Ensuite, je suis revenue en Europe, j'ai bossé pour un gros groupe américain. J'ai beaucoup appris, j'ai fait beaucoup de choses, et puis après, beaucoup de choses sur lesquelles je trouvais plus beaucoup de sens. Donc intellectuellement, je me suis éclatée, mais je trouvais plus trop de sens à ce que je faisais. Et là, j'ai discuté avec mes employeurs de l'époque. Je voulais être plus proche du terrain, je voulais être proche des médecins, je voulais être plus proche de l'innovation, pas seulement sur de la stratégie, de l'organisation, du management. Bon, l'opportunité ne s'est pas présentée dans mon groupe et j'ai dit, c'est pas grave, je l'ai mon déclic, en fait. Je veux gérer ma société, je veux impacter moi-même la qualité de vie des patients, des médecins. Et dans ce cadre-là, je me suis dit, je vais racheter une société dans le monde du dispositif médical. Je m'interdisais de créer. Pourquoi ? Parce que je pensais que l'entrepreneur devait avoir l'idée. Mais moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas chercheur et je ne me sens pas créatif pour dessous. Donc je me suis dit, il faut que je rachète quelque chose qui existe. Et moi, ma force, ça va être de le transformer, d'en créer de la valeur et puis d'amener plus de progrès sur le marché dans les mains, soit des praticiens, soit des patients. Et puis, une fois de plus, des obstacles. À nouveau, je trouve une cible, on négocie un deal, et puis finalement, mon vendeur change d'avis, il ne me vend plus sa boîte. Une fois de plus, là, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est pas grave, on continue, on cherche, et on ouvre ses chakras. Et là, en effet, une rencontre humaine. Salon de l'entrepreneur, je rencontre une ingénieure, un pharmacien, qui avait une super idée, créer des robots connectés pour aider les enfants malades. Et là, on se retrouve tous les trois, un truc qui fait du sens, sur lequel on peut vraiment avoir un impact à long terme, tant sur la santé des patients, la qualité de vie des enfants, mais aussi la qualité de vie de la famille. Et voilà comment on a démarré Ludocare tous ensemble. Et ce qui est incroyable, c'est que finalement, on parle de deep tech, on parle d'innovation de rupture, et parfois, l'innovation de rupture, c'est aussi des choses simples. Mais ce dont il faut être bien conscient, c'est qu'une idée, une invention, si vous voulez en faire un progrès qui va bénéficier au monde, comme vous le disiez un peu plus tôt, Nicolas Dufourcq, il faut que cette invention, en fait, devienne une innovation avec
une structure, un business model et qui va dans la main des utilisateurs. Donc oui, il faut en faire des entreprises. Et pour ça, il faut les porter, il faut prendre les risques, il faut, dans des sujets d'innovation, inventer un modèle. Ce n'est pas toujours facile. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des risques, mais c'est aussi tellement gratifiant. Et finalement, tout l'enjeu, il est là, il est d'ouvrir ses chakras, de rencontrer les bonnes personnes, et puis aussi, j'ai envie de dire, de vous faire confiance. Vous êtes tous, finalement, c'est de vous dont va dépendre le progrès de demain. C'est vos idées, c'est vos inventions, et puis c'est surtout, finalement, si vous avez votre déclic, la question n'est pas si vous allez l'avoir, c'est quand vous l'aurez, qu'allez-vous en faire? Eh bien, j'ai envie juste de vous dire, surtout, faites-vous confiance, allez-y, foncez, allez à la recherche de personnes complémentaires pour créer finalement une équipe, parce qu'un projet entrepreneurial, ça a besoin de différentes compétences. Et plus vous avez un panel de compétences large, plus vous vous sentez fort et plus vous êtes en capacité finalement d'amener votre invention à un stade d'innovation qui arrivera jusque dans les mains finalement des acteurs pour lesquels vous avez créé vos produits. Et c'est là que vous aurez un énorme impact. Donc le progrès de demain, il dépend de vous et on compte sur vous. Et moi, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de succès dans vos aventures entrepreneuriales. Bravo. Alors moi, c'est Yacine. Je suis le fondateur de Kinetics. Et si on m'avait dit qu'à 32 ans, mon métier, ça serait de donner vie à des avatars dans des jeux vidéo, je n'y aurais pas cru une seconde. On a souvent l'impression qu'en fait, on a dès le début cette idée, j'ai toujours rêvé de lancer telle entreprise ou être à ce moment-là dans cette entreprise-là. Et en fait, je vais vous expliquer à travers plein de déclics que j'ai eus, qui ont débloqué plein de préconceptions que j'avais dans ma tête, plein de fausses idées et qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui. Moi, je suis diplômé de Sciences Po à la base, où je voulais être diplomate. Puis j'ai fait un cours d'entrepreneuriat. J'ai découvert plein d'entrepreneurs. J'ai commencé à faire des stages dans des startups tech. J'ai ensuite fait un diplôme à HEC parce que je me suis dit, pour être entrepreneur, il faut avoir des compétences plus business. Je suis allé en école de commerce. Ensuite, j'ai bossé en conseil en strat, donc rien à voir. Ce qui m'a mené à être recruté par un fonds d'investissement au Maroc, puisque je suis marocain. Et on m'a dit, en fait, ça serait cool de réfléchir à comment permettre à plus de Marocains d'être entrepreneurs. Et j'avais cette idée en tête de me dire, j'ai envie d'être entrepreneur. C'est peut-être une bonne idée pour être entrepreneur de rencontrer plein d'entrepreneurs, de comprendre ce qu'ils ont derrière la tête, de les accompagner et de me dire, j'ai envie d'être entrepreneur. Je ne sais pas exactement ce que je veux faire, je ne sais pas quel secteur, mais du coup, de tirer ce fil-là pour voir, moi, personnellement, que ce que j'allais créer. Du coup, mon premier déclic, ça a été de me dire, je vais rejoindre cette aventure-là, lancer ce programme, accompagner les entrepreneurs et investir dans ces boîtes-là. Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait énormément de startups qui étaient des startups finalement digitales, qui reproduisaient des modèles qui existaient par ailleurs, donc des marketplaces, des SaaS, et c'était absolument pas ce que j'avais envie de faire. Je me disais, moi, en fait, j'ai envie de créer quelque chose de feuille blanche, j'ai envie de créer quelque chose qui n'existait pas avant, et ça ne me ressemblait pas finalement de reprendre un modèle et de le appliquer. Si je voulais être entrepreneur, c'était pour créer quelque chose de complètement nouveau. Donc mon déclic, ça a été de me dire, je vais quitter le fonds où je travaillais pour rejoindre un programme qui s'appelle Entrepreneur First. C'est un programme qui est basé à Station F et qui permet à des profils plus business comme le mien de rencontrer des chercheurs qui travaillent sur des technologies de pointe comme l'intelligence artificielle, les biotechnologies ou du hardware. Enfin, il y avait énormément de profils scientifiques qui rencontrent des profils business comme le mien pour réfléchir ensemble à des idées de projets, de boîtes. Donc j'y suis allé avec aucune idée de quel projet j'allais faire, mais avec l'idée que j'ai envie de faire une boîte innovante, une boîte en deep tech qui peut créer une rupture technologique pour permettre des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Je réfléchis du coup à quelle industrie, parce qu'il y avait plein de technologies, plein d'entrepreneurs, à quelle industrie finalement j'ai envie de m'attaquer. Et j'avais un présupposé en tête qu'il fallait s'attaquer forcément à des industries un peu poussiéreuses pour créer des choses nouvelles. Et en fait, plus je réfléchissais, plus je me disais, en fait, c'est pas moi, j'ai pas envie de me lancer dans un projet industriel, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Et bon, c'était le Covid, je jouais énormément aux jeux vidéo, et je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me passionne? Et c'était le jeu vidéo. Donc je me suis dit,
c'est un peu fou. Est-ce qu'il y a des technologies autour de moi qui peuvent s'appliquer aux jeux vidéo? Il y avait un chercheur du coup qui faisait de l'IA pour permettre de créer de l'animation 3D. Et on s'est dit, on va réfléchir ensemble, on va appeler plein de studios de jeux vidéo, on va les questionner. Est-ce que ces technologies peuvent répondre à des problématiques, des besoins que vous avez? Et c'est comme ça qu'on va approcher, en fait, finalement, utiliser une technologie de rupture pour répondre à un problème d'une industrie qui était celle du jeu vidéo. Donc on a appelé plein de studios, on s'est rendu compte qu'il y avait un intérêt, et on a créé un prototype qu'on a mis sur Internet. Je l'ai mis sur un groupe Facebook avec plein d'animateurs 3D. Je vais dormir, je me réveille le lendemain matin, 400 animateurs qui m'envoient un message: ah mais c'est incroyable ce que vous avez fait, j'aimerais trop utiliser ça. Ubisoft qui m'appelle pour me dire: c'est génial ce que vous avez développé, est-ce qu'on peut se parler? Et là, déclic, je me suis dit, en fait, il y a quelque chose, on va créer ces sociétés, on va lever de l'argent dessus et on va lancer Kinetics. Donc à ce moment-là, on lance Kinetics, qui s'adresse du coup aux animateurs 3D pour permettre à n'importe qui de pouvoir créer de l'animation sans passer par des studios avec des capteurs, avec des processus très longs, et permettre avec un simple téléphone portable de capter une vidéo, d'extraire l'animation et de la donner à n'importe quel type de créateur. Donc on construit l'équipe, on passe de 2 personnes finalement à une dizaine de personnes, et pendant 1 an et demi, on développe ces technologies. Au bout d'1 an et demi, on se rend compte qu'on a énormément de gens qui testent notre technologie, qui sont intéressés, mais que finalement la qualité de la technologie n'est pas encore au niveau. Donc là on se dit, qu'est-ce qu'on fait en fait? Ça fait 1 an et demi qu'on développe un projet, c'est dur de lever des fonds parce qu'on n'arrive pas à avoir la traction des animateurs, des créateurs, parce que la technologie n'est pas au niveau. Et là, déclic, on se dit, en fait, comment cette technologie peut servir à quelque chose d'autre? Parce que les déclics, c'est pas forcément de se lancer. Il y a plein de déclics qui vont vous faire pivoter, changer de business et changer de marché. Donc là, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de joueurs de jeux vidéo qui viennent sur notre plateforme, qui testent. Et on se dit, en fait, il y a quelque chose. Parce que les joueurs de jeux vidéo, ils ont besoin d'une qualité inférieure. Et notre technologie, finalement, elle peut servir ces gens-là. Du coup, on décide de pivoter. Et du jour au lendemain, on arrive à avoir un produit du coup qui plaît à énormément de gens. On arrive à lever 12 millions de dollars aux États-Unis, parce que aussi le déclic, c'était de dire, est-ce que je peux aller lever de l'argent ailleurs qu'en France? Comment on peut étendre notre marché? Est-ce qu'on peut aller voir dans d'autres pays? Tout ça, ça arrive tout d'un coup. Il y a eu l'accélération, bien sûr, du marché. Il y avait le metaverse qui était devenu un concept qui n'existait pas avant 2021, qui est devenu une réalité avec des grosses entreprises qui se sont positionnées dessus. On arrive à faire une levée de fonds et on pivote pour permettre maintenant, non pas à des créateurs de créer de l'animation, mais à des joueurs, des gens qui ne pouvaient pas faire quelque chose, de pouvoir personnaliser leurs expressions, leurs mouvements directement dans des jeux vidéo. Et on commence à signer des gros contrats avec des gros studios asiatiques notamment, des grosses plateformes américaines pour déployer notre technologie et pour licencier ces technologies. Et du coup, c'est finalement cette succession de mini-déclics qui m'ont amené aujourd'hui à du coup, permettre à des gens de s'exprimer et de pouvoir personnaliser leur contenu dans des jeux vidéo. Donc finalement, on n'est pas obligé d'avoir un plan construit à l'avance. Finalement, c'est une succession de plein de petits déclics qui vont vous amener à l'endroit où vous allez être. Et finalement, ce que j'ai appris finalement dans toute cette expérience, c'est de déconstruire les présupposés, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent nous bloquer, de se dire, en fait, je suis un profil business, je ne peux pas lancer une boîte dans la deep tech, je suis convaincu qu'en fait, dans les industries fun, comme le jeu vidéo, il n'y a pas de choses à faire. En fait, il y a plein d'industries qui peuvent être vos passions, dans lesquelles vous pouvez créer des choses qui ont de la valeur. Et aussi déconstruire, de se dire, en fait, je suis obligé de me contenter à créer une entreprise en France, de pouvoir créer une entreprise globale qui s'adresse à des marchés asiatiques, américains, etc. Et en fait, finalement, c'est plein de petites choses qui vont vous amener à un endroit, et il faut juste vous faire confiance, suivre vos intuitions. Parfois, on a tendance à réfléchir énormément, et c'est ce que je fais. Finalement, je réfléchis énormément parfois avant de prendre une décision, mais au final, ces déclics, c'est finalement des émotions ou un côté un peu irrationnel qui nous pousse. Donc c'est bien de réfléchir, mais parfois, laissez faire, allez-y, tentez, et vous allez peut-être avoir des surprises et vous surprendre vous-même. Merci Théo, merci Alexandra, merci Yacine.